Sen TV. Bienvenue chez vous. Vendredi 4 octobre 2019, mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver sur le plateau de l'essentiel. Et comme tous les vendredis, nous allons essayer d'analyser, nous allons analyser les faits saillants de l'actualité, les faits qui ont fait les faits de la semaine. C'est bien cela, Momar Diong, les faits saillants de la semaine. Et pour en parler, j'ai un plateau assez spécial, un talibé entouré de ces trois marabouts. Ça, vraiment, il faudra que les téléspectateurs m'envoient des prières qui seront forcément exaucées. J'ai à ma droite Hassan Samb. Hassan Samb, bonsoir. Je rappelle qu'il est journaliste, analyste politique, directeur de publication du quotidien Réumi et animateur de la grande émission du dimanche sur Réumi FM. Actu Média, c'est bien cela. Tout à fait. Alors, vous allez bien, Hassan? Oui, merci très bien, Ablaye. Merci vraiment de m'avoir invité. Et c'est toujours un plaisir d'être là avec vous. Et je vous invite souvent aussi à l'émission Actu Média. Mais en même temps que tous les confrères qui sont là sur le plateau, que je salue aussi, Momar, salut, que je... ça fait longtemps que je ne les avais pas vus. Voilà. Alors voilà. Dans l'ère des retrouvailles. Des retrouvailles, voilà. C'est l'ère des retrouvailles, c'est bien cela. Alors vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, à ma gauche c'est le grand marabout, Momar Diong. Pour ne pas dire Mohamed Diong ou Moustapha Diong. Voilà, parce que Momar c'est Mohamed. Momar, bonsoir. Tu me fais beaucoup d'honneur. Hein? Ah, mais c'est que les gens ne connaissent pas Momar. Oui, mais c'est qu'il y a une pointe de fierté que d'être un marabout, même si c'est entre guillemets, pour le rôle qu'a joué un grand marabout, en l'occurrence le khalife général des Mourides, qui a réussi quand même par son entre-gens, par sa bénédiction et par l'influence également dont il jouit auprès des acteurs politiques, à faire souffler un peu ce vent de décrispation. Je crois qu'il est le bienvenu au Sénégal parce qu'il était temps qu'après quand même un premier mandat qui était particulièrement heurté et clivant, qu'on se retrouve vraiment dans une phase de crispation. Il faut en féliciter tous les acteurs, au premier rang desquels le président Macky Sall. Effectivement. Alors, en dernier instant, c'est Serigne Saliou Gueye. C'est un grand frère, c'est un ami, avec qui souvent j'ai des débats assez houleux. C'est un grand marabout, ça je le confirme. Serigne Saliou Gueye, bonsoir. Bonsoir Abdoulaye, bonsoir Hassan, bonsoir Momar. Bon, c'est toujours un plaisir de me retrouver entre des collègues pour discuter de l'actualité nationale. Et c'est ce qui fait la beauté de la presse sénégalaise. Je m'abreuve et je continue de m'abreuver à la source de mes trois aînés, Momar Diong, Serigne Saliou Gueye et Hassan Samb. Mais je vais commencer par Serigne Hassan Samb. Alors, on l'a constaté, Khalifa Sall est libre, il est sorti de prison suite à une grâce présidentielle, lui et ses co-accusés. Mais depuis quelques jours, on sent Khalifa Sall, en tout cas, poser des actes en rendant visite à des personnalités religieuses de forte influence. On l'a vu à Tivaouane, on l'a vu chez les Layènes, on l'a vu également aujourd'hui à Touba auprès de Serigne Mountakha Mbacké. Comment analyser justement tous ces déplacements? Merci encore une fois, Ablaye. Et voilà, bonjour à mes confrères, bonsoir Dimas. C'est une grâce qui a été attendue par tous les Sénégalais. Heureusement, elle a pu se réaliser, même si ça a été mouvementé, c'est vrai, avec Maître Hashim Touré. Il y a eu des manœuvres, comme toujours au Sénégal. On ne fait jamais les choses simplement. Voilà, on complique tout, c'est vrai. Mais heureusement, il y a la grâce. Et tout le monde pense également à l'amnistie, pourquoi pas. Khalifa Sall, évidemment, libre, est en train de faire le tour des familles religieuses. On n'attendait pas moins de lui. Évidemment, il est en train de faire de la politique, vous me direz, peut-être c'est ça votre question. C'est vrai, c'est un homme politique, il ne s'est jamais caché, il a toujours dit et répété, c'est un homme politique qui a des ambitions pour ce pays et c'est pas la prison qui le fera dévier de cette trajectoire-là. Donc il est en train de poser des actes politiques forts, évidemment, rencontrer les hommes religieux, Sunni Khalifa en fait, voilà, des gens de nos références,
des gens sur qui le peuple s'appuie souvent et surtout les autorités également lorsqu'il y a des problèmes. Et donc c'est bien qu'il aille les voir, les féliciter un peu pour le rôle qu'ils ont certainement joué, notamment le khalife général des Mourides dans la médiation et abouti bien entendu à sa libération. Mais dans tous les cas, il est en train de poser des actes politiques, voilà, tout de suite après sa libération, et ça ira crescendo comme on dit, et ce qui est sûr c'est qu'il va continuer à en poser d'autres dans les prochains jours. À en poser d'autres dans les prochains jours, Serigne Saliou Gueye, c'est effectivement une démarche tout à fait normale après avoir été privé de liberté pendant presque 2 ans. Effectivement, Ablaye, je crois que Momar l'a dit tout à l'heure dans l'entame de son propos. En tout cas, on se félicite vraiment de ce vent de dégel qui a soufflé dans ce pays-là pendant un certain temps. Bien sûr, à savoir les retrouvailles entre Abdoulaye Wade et le président Macky Sall. Et en plus aussi, 2 jours, je crois, après la libération de Khalifa Sall, qui a bénéficié bien sûr d'une grâce présidentielle. Il est vrai qu'il y a tout un tohu-bohu autour de cette grâce-là sur le fait que Khalifa n'a pas été demandeur. Mais je trouve que ça aussi, les gens ont voulu biaiser le débat parce que ce n'est pas ça l'essentiel. Ce qui était essentiel, c'est que peut-être que les proches de Khalifa en avaient besoin. Il y a une porte quand même qui a été ouverte et je crois qu'il fallait tout simplement s'y engouffrer. Maintenant, il y a toute une série de questions politiciennes autour de cela, mais je crois que ça, ce n'est pas du tout l'essentiel. Maintenant, le premier acte politique bien politicien posé par Khalifa Sall, c'est que dès l'instant qu'il est sorti de prison, vous avez vu toute cette foule-là qu'on a occasionné, parce que là aussi, il faut dire que c'est des choses quand même qui sont très bien calculées, parce que Khalifa aurait pu partir chez lui, en tout cas en toute discrétion, en tout cas sans cette grande affluence. Mais on a fait de sorte aussi qu'il puisse, au milieu bien sûr de ses sympathisants, au milieu aussi de ses partisans, bien sûr baigner dans une telle ambiance. Là aussi, c'est pour montrer en réalité que je suis toujours là, je suis toujours vivant politiquement, et je crois que ça, il l'a démontré tout au cours de son parcours, qu'il a conduit jusqu'au Parcelles Assainies chez sa mère. Immédiatement, je crois qu'il n'a même pas mis de temps pour se reposer. Le lendemain, il est allé voir des dignitaires religieux, à savoir, je crois, Benjamin Ndiaye, archevêque Benjamin Ndiaye. Il est allé aussi à Tivaouane se recueillir auprès du mausolée de son homonyme Serigne Babacar. Donc tout ça aussi, même si c'est toujours le rapport, en tout cas la suggestion du temporel par rapport au spirituel, mais ça montre encore une fois de plus comment il y a une collision toujours entre le spirituel et le temporel. Et je crois que ça a beaucoup joué sur le fait que Wade et Macky Sall se sont retrouvés. Aussi, ça a joué dans la libération de Khalifa Sall. Aujourd'hui, il est à Touba, et c'est normal aussi qu'il aille à Touba dans la mesure où Touba, par bien sûr l'entremise du khalife général des Mourides, Serigne Mountakha, a beaucoup joué sur, en tout cas ça a accéléré le processus, parce que bien avant ça a été entamé, mais ça a accéléré vraiment le processus de libération de Khalifa Sall. Donc actuellement lui il est dans la politique, et c'est normal parce que Khalifa Sall c'est un homme politique, et les actes qu'il a posés dès le lendemain de sa libération peuvent être analysés comme des actes purement politiques. Écoutez, moi je crois que des dossiers comme celui qui a amené Khalifa Sall en prison se jouent habituellement sous 3 aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect juridique, bien évidemment. Ensuite, il y a l'aspect politique et l'aspect médiatique. Si Khalifa Sall a tout perdu au plan juridique, avec la condamnation dont il a été l'objet, tous ces recours qui ont été systématiquement rejetés par toutes les juridictions de ressort auxquelles il a eu à s'adresser, quand même, il faut dire que tout en étant absent sur la scène politique physiquement, il n'en était pas moins très présent au plan médiatique. Ça veut dire donc que c'est quelqu'un qui a toujours su occuper de façon formidable l'espace médiatique. Il n'a raté jamais, même depuis la prison, aucune occasion pour s'adresser aux Sénégalais, à travers des lettres adressées aux Sénégalais, des lettres ouvertes. À chaque également événement majeur, comme la Tabaski, comme le 31 décembre, etc., il faisait son adresse à la nation à sa manière, pour bien occuper l'espace médiatique. La pétition qui a été également lancée par ses partisans et qui a pu recueillir plus d'1 million de signatures était également une manière d'occuper l'espace médiatique. Je crois qu'on est dans le prolongement de cette stratégie d'occupation de l'espace médiatique, parce que depuis sa sortie de prison,
on n'entend parler que de lui. Khalifa Sall a été à Tivaouane, il est à Touba aujourd'hui, il a rencontré tel acteur politique, il a rencontré l'archevêque de Dakar, etc., etc. Donc, il est dans cette dynamique donc, de poursuite de cette bataille au plan médiatique qui, globalement, a tourné quand même à sa faveur. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que quelque part, il a constitué quand même un prisonnier assez encombrant pour le président Macky Sall. Il poursuit également le combat au plan politique, naturellement. C'est depuis même la prison qu'il l'avait commencé, en refusant d'adresser toute demande de grâce au président de la République, pour préserver son intégrité morale, parce que demander une grâce reviendrait pour lui à reconnaître les faits dont il est accusé. Or, c'est quelqu'un qui a son avenir politique devant lui et qui va devoir se présenter un jour ou l'autre devant les Sénégalais pour leur demander leur suffrage. Donc, il était hors de question pour lui de signer quelque demande que ce soit de grâce, ce qui reviendrait à reconnaître les faits. Donc, il l'a préparé. Et là aussi, on est dans le cadre d'un prolongement avec des activités qu'il est en train de mener tambour battant, en tenant compte du fait qu'il a quand même devant lui un saut d'obstacles. Il va falloir qu'il se définisse et se détermine par rapport à son avenir politique. Cet avenir politique se jouera-t-il à l'intérieur du Parti socialiste, où la succession du secrétaire général Ousmane Tanor Dieng, le regretté Ousmane Tanor Dieng, est ouverte? Se jouera-t-il en dehors avec une formalisation de ce qu'ils ont appelé virtuellement le Parti socialiste des valeurs? Ça, on le saura. Il y a un autre obstacle également qui se dresse à lui, c'est-à-dire la grâce n'efface pas quand même la peine qui lui a été infligée par le tribunal, tant et si bien qu'il pourrait être privé encore une fois de ses droits civils et politiques. À partir de ce moment-là, il est tout à fait normal qu'il essaie de brasser large, de faire mousser la mayonnaise, et puis pour essayer, dans une sorte de rapport de force, d'obtenir par exemple une amnistie qui lui permettrait par exemple de retrouver ses droits civils et politiques. Donc on est vraiment dans le cadre du prolongement de la bataille médiatique et de la bataille politique, étant entendu qu'il a perdu la bataille juridique. À ce niveau, à Saint-Sambre, on le sait, il y a eu les retrouvailles entre Maître Abdoulaye Wade et le président Macky Sall. Ça n'est suivi de la grâce accordée à Khalifa Ababacar Sall. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut penser que les deux cas dont on parle tant, je veux parler des cas Karim Wade et Khalifa Sall, puissent justement mener à ce que Momar Diong vient d'évoquer, autrement dit une loi d'amnistie, parce que quoi qu'on puisse dire de Senghor à Abdoulaye Wade, il y a eu des lois d'amnistie. Est-ce que vous pensez que Macky Sall ira véritablement dans le sens de permettre à deux potentiels adversaires en 2024, même s'il est vrai qu'il ne sera pas candidat, de pouvoir véritablement jouir totalement de leurs droits civils et politiques? Oui, je vais peut-être vous surprendre. Je pense, à mon avis, que Macky Sall a tout intérêt à amnistier aussi bien Khalifa Sall que Karim Wade. Et je vais démontrer pourquoi. En réalité, ceux qui étaient ses adversaires redoutables, à savoir en l'occurrence Karim et Khalifa Sall, sont en train de devenir des sortes d'alliés. Pour Abdoulaye Wade, c'est clair, aux yeux des Sénégalais, que Macky Sall est en train de draguer, entre guillemets, le Parti démocratique sénégalais pour essayer de se rapprocher de sa famille libérale, de la famille libérale, donc de son ancienne famille en fait. En réalité, la même médiation qui a fait qu'on a abouti à la grâce pourrait faire également qu'on aboutisse à l'amnistie. Parce qu'en réalité, pour Abdoulaye Wade, on ne peut pas parler de retrouvailles si son fils ne peut pas retourner au Sénégal. On ne peut pas parler de retrouvailles aux yeux de l'ancien président Abdoulaye Wade si Karim Wade ne peut pas jouir de ses droits civiques et civils, c'est surtout les droits politiques notamment, ses droits d'occuper, de pouvoir gérer le Parti démocratique sénégalais. Donc, à mon avis, Macky est en train de chercher à s'accouder politiquement au Parti démocratique sénégalais pour ses desseins futurs. Maintenant, qu'est-ce qu'il cherche dans le futur? Est-ce qu'il cherche un troisième mandat? Ce n'est pas à exclure. Parce que la Constitution a dit il est interdit d'avoir deux mandats de 5 ans. Nul ne peut faire deux mandats consécutifs. Non, là, je crois bien que la durée n'a pas été précisée dans l'article 27, mais il est tout simplement dit que nul ne peut exercer deux mandats consécutifs. Donc voilà. Donc, en tout cas, les interprétations des juristes pourraient faire que
dans l'entourage de Macky Sall, beaucoup de personnes pensent qu'effectivement, c'est pas exclu que le président demande un troisième mandat. Les professeurs Jacques-Mariel Zouanke et Babacar Gaye l'ont dit. Très bien. Et même Barthélémy Dias l'a reconnu un tout petit peu. Dans tous les cas, ce que je veux dire, est-ce qu'il va faire un troisième mandat ou bien est-ce qu'il va, s'il ne fait pas un troisième mandat, il a tout intérêt à faire comme Abdou Aziz de Mauritanie. Trouver un Hazani, quelqu'un qui est assez proche, suffisamment proche, pour ne pas inquiéter après ses proches de la trempe de Aliou Sall. Et c'est ça la préoccupation de Macky Sall, le calcul qu'il est en train de faire. Maintenant, pourquoi amnistier? Ça, c'est pour amnistier Karim. Maintenant, pourquoi amnistier Khalifa Sall? Il faut amnistier Khalifa Sall pour le jeter dans l'opposition, dans la perspective d'affaiblir Idrissa Seck et Ousmane Sonko. Parce qu'en réalité, l'intérêt de Macky Sall, c'est que justement, Idrissa Seck et Ousmane Sonko n'arrivent pas au pouvoir. Parce que si Idrissa Seck et Ousmane Sonko arrivaient au pouvoir, ce serait assez compliqué parce que la crise est encore là et l'esprit de vengeance pourrait encore prévaloir. En tout cas, d'après mes calculs, je pense qu'à l'état actuel des choses, Macky Sall a tout intérêt à amnistier aussi bien Karim Wade que Khalifa Sall. Dans tous les cas, pour Abdoulaye Wade, c'est clair, s'il n'y a pas d'amnistie, il n'y a rien. Donc si les retrouvailles se poursuivent, comme on le pense certainement, avec la bonne volonté affichée, parce qu'on m'a même dit que c'est possible que pour les ziar d'avant Magal, que Macky et Abdoulaye Wade aillent à Touba ensemble. C'est à l'étude, hein. Les gens sont en train de voir le scénario, d'étudier le scénario. Donc, dans tous les cas, je pense que l'amnistie n'est pas à exclure, elle est même probable. Elle est même probable, mais Serigne Saliou Gueye, amnistier Karim Wade, amnistier Khalifa Sall, l'un dans l'autre, est-ce qu'en réalité, Macky, on le sait, calculateur, passons-moi l'expression politique, est-ce qu'il ira à ce niveau? Vous savez, moi, Ablaye, j'ai une position inflexible sur le sort qui est infligé à Khalifa Sall et à Karim Wade depuis longtemps. Et ça, je crois, dans beaucoup de mes articles, je l'ai écrit. Moi, j'ai toujours estimé que Karim Wade n'a pas perdu ses droits civiques et politiques. J'ai toujours dit aussi que Khalifa Sall aussi ne les a pas du tout perdus. Dans la mesure où, en tout cas, ça devient maintenant un débat vraiment de juristes, parce que certains sont en train de dire qu'il faut nécessairement qu'il y ait une loi d'amnistie, alors que d'autres disent tout à fait le contraire. Moi, à mon humble avis, quand j'ai regardé ce que dit l'article 31, l'article 32 du Code électoral, bien sûr en rapport avec ce que dit l'article 34 et 35 du Code pénal, je me suis dit que ça devait être une peine complémentaire qui devait être prononcée par les tribunaux. Et d'ailleurs, que je crois que c'est ça qui se trouve dans les articles. Donc si on fait l'analyse globale de tout cela, en réalité, dès l'instant que pour moi, la peine complémentaire n'a pas du tout été prononcée par un tribunal, moi j'ai toujours jugé que ces deux-là n'ont pas du tout perdu leur droit civique. Maintenant, si beaucoup de Sénégalais, en tout cas la majeure partie, disent qu'il faut qu'il y ait une loi d'amnistie, ça veut dire qu'effectivement qu'ils ont perdu leur droit civique et que forcément il faut qu'il y ait cette loi d'amnistie-là. D'ailleurs, je reviens au premier propos de Sidiki Kaba, lors de le jour où on a condamné Karim Wade. La première réaction de Kaba, avant de tenir sa conférence de presse, c'était de dire qu'effectivement Karim Wade n'a pas du tout perdu ses droits civiques. Il les a expressément dit. Mais c'est par la suite, bon, vous savez aussi, puisque la chose avait un soubassement politicien, il fallait nécessairement quand même, en tout cas, tripatouiller par-ci par-là, inventer par-ci par-là, torpiller la Constitution, faire de sorte que ces deux-là, quand même, ne puissent pas du tout se présenter à l'élection présidentielle. Et je crois que c'est ça qui est arrivé. Mais moi, à mon humble avis, d'ailleurs, il y avait même un magistrat c'est l'ancien assesseur de la Cour de répression de la qui même dans une contribution avait démontré qu'en réalité que Karim Wade était non seulement électeur mais il était éligible. Il l'avait démontré. Donc ce pourquoi je dis que c'est un débat quand même de juristes, même pas un débat de juristes, même d'analyse politique, que les gens ont, en tout cas on a commencé à poser ça sur la table. Mais moi ce que j'estime dans mon fort intérieur, c'est que ces deux-là n'ont pas perdu leur droit civique. Maintenant, si au forceps, on doit faire, en tout cas, il y a nécessité de faire une loi d'amnistie pour amnistier Karim Wade et pour amnistier Khalifa Sall, mais je dis que derrière tout ça aussi, il y a
tout simplement des calculs politiques. Parce que vous savez que le président Macky Sall ne le fait pas gracieusement. Dès l'instant que le président Macky Sall consent à amnistier Karim Wade et Khalifa Sall, c'est parce que derrière aussi, il y a bien sûr, il y a certainement un soubassement politicien qu'on n'a pas encore dévoilé. C'est-à-dire, en réalité, pourquoi réellement il y a la nécessité d'amnistier Karim Wade, qui est un potentiel adversaire et qui peut aussi être un potentiel allié. Pourquoi aussi il y a la nécessité d'amnistier Khalifa Sall aussi, qui est un potentiel opposant au président Macky Sall. Donc je crois qu'il y a toute une série de questions que l'on doit se poser, ce qui se trouvera nécessairement derrière une potentielle loi d'amnistie. Mais Momar Diong, nous avons tous entendu Aïmérou Nyong, qui n'est autre que le président du groupe parlementaire de la coalition Benno Bokk Yakaar, coalition majoritaire à l'Assemblée nationale, interpellé sur le sujet. Il a dit que tout est possible. Écoutez, on a entendu le président Macky Sall dire en marge du Conseil des ministres décentralisé de Kaffrine qu'il allait réduire l'opposition à sa plus simple expression. Eh bien, il y a deux façons de réduire l'opposition à sa plus simple expression, soit en la martyrisant, ce qu'il n'a eu de cesse de faire durant tout son premier mandat, mais sans grand succès, parce que quand même l'opposition s'est retrouvée à l'issue de l'élection présidentielle avec 42% des suffrages, ce qui est quand même appréciable. Donc deux façons de réduire l'opposition à sa plus simple expression, soit en la martyrisant, soit en l'amadouillant, ce qu'il s'emploie à faire depuis quelque temps. Et je pense qu'en le faisant, donc il a manié durant le premier mandat le bâton, et à l'orée de ce second mandat, il manie la carotte. Et il pourrait s'avérer d'ailleurs le grand gagnant de ce vent de décrispation qui est en train de souffler aujourd'hui sur le Sénégal, pour deux raisons principalement. La première raison, c'est que tout le monde sait que la situation des finances publiques n'est pas des plus reluisantes. Il y a eu récemment une revue du FMI qui alerte quand même sur la situation du Sénégal et qui enjoint le gouvernement de mettre fin aux subventions, d'appliquer la vérité des prix et d'élargir l'assiette fiscale. Donc il va falloir prendre des mesures qui soient très impopulaires. Et certaines denrées de première nécessité d'ailleurs pourraient connaître une hausse. Et je crois qu'on a essayé de rendre la pilule plus digeste pour les Sénégalais par rapport à ce nouveau format de pain à 200 francs. Mais on n'est pas loin quand même d'une hausse un tout petit peu maquillée. C'est une hausse, bien sûr. Je crois. Hein? Et il y a eu auparavant le ciment, ensuite il y a eu le carburant, avant, etc. Les boissons. Les boissons. Donc la situation au plan économique n'est pas des plus reluisantes. Il s'y ajoute aussi que les syndicalistes, surtout ceux de l'enseignement, sont vent debout et veulent que l'État applique les termes du protocole d'accord qui a été signé depuis le 30 avril 2018. Donc, il y a une situation politique, économique et sociale qui se profile et qui ne préfigure rien de bon pour le régime du président Macky Sall. Entamer ce vent de crispation va servir un peu d'amortisseur social à ce choc qu'il pourrait y avoir au front économique et social. Et la meilleure preuve, c'est que je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte ou pas, Aar Lu Ñu Bokk avait dit qu'il allait amplifier sa série de manifestations depuis un certain mois. Mais depuis quelque temps, on a comme l'impression que le mouvement est devenu beaucoup plus discret. Parce que gêné aux entournures, justement, par ce vent de décrispation. Donc, Macky gagne sur ce front-là. Mais il gagne aussi sur un autre front. Et je crois que Hassan l'a esquissé tout à l'heure, il gagne sur le front politique. Il ne faudrait pas considérer qu'il est en train de garnir les rangs de l'opposition uniquement, mais c'est que Macky peut se passer maintenant de s'employer pour neutraliser l'opposition, parce que ce sont les opposants eux-mêmes qui vont se neutraliser entre eux. Il y avait jusque-là un boulevard qui était largement ouvert pour Ousmane Sonko, qui s'y était engouffré d'ailleurs, et qui a eu le renfort de Aar Lu Ñu Bokk, avec cette pression autour de la gestion des ressources pétrolières et gazières. Mais aujourd'hui, Khalifa Sall, à la faveur de sa libération, et le PDS, qui est revenu également
pour jouer les premiers rôles, sont en train de garnir les rangs de l'opposition. Alors que de l'autre côté, il y a un groupe de ténors de l'opposition qui me semblait être favorable à ce que Idrissa Seck, au terme du dialogue politique qui vient d'être lancé, soit intronisé chef de l'opposition. Vous voyez donc qu'aujourd'hui, il y a plusieurs ambitions qui risquent de s'entrechoquer dans le camp de l'opposition, et ceci au profit du président Macky Sall. Donc il est vraiment le principal gagnant de ce vent de décrispation qui est en train de souffler. Il va s'en servir comme amortisseur social face à une situation économique et sociale qui s'annonce difficile, et il va s'en servir également pour n'avoir plus à martyriser l'opposition, mais à amadouer l'opposition et amener les uns et les autres à s'entrechoquer au niveau des ambitions qui seront affichées, et ce sera lui le blanc gagnant. Alors Serigne Saliou Gueye, on a l'impression que dans tout cela, Macky Sall, président de la République, président de la coalition Benno Bokk Yakaar, reste et demeure le maître du jeu. Mais quoi qu'on puisse dire, que gagne le Sénégalais dans tout cela? Il est vrai que c'est lui qui donne actuellement le tempo, en tout cas le rythme à la politique de notre pays. Bien sûr, avec tout ce qui vient de se passer, parce que lui, il est l'épicentre, bien sûr, des retrouvailles avec Abdoulaye Wade, de la libération aussi de Khalifa Sall. Ça va bien sûr se faire sur le dos des Sénégalais, parce que ce qui est sûr et certain, c'est que les retrouvailles avec Wade, qui est une première porte pour aller bien sûr éventuellement vers une réconciliation, parce que nécessairement l'affaire de Karim Wade ne doit pas être présente bien sûr de ce vent de crispation entre Wade et le président Macky Sall. Donc ce qui est sûr et certain, il y aura des compromis, je ne dois même pas dire des compromis, mais des compromissions sur l'affaire Karim Wade. Il y aura des collusions aussi sur l'affaire Karim Wade, parce que nécessairement je crois que la brouille entre Abdoulaye Wade et Macky Sall, la cause principale, bien sûr, c'était l'affaire Karim Wade. Donc, ça veut dire que nécessairement, cela ne doit pas être absent des éventuelles réconciliations entre Wade et le président Macky Sall. Que va gagner le Sénégalais dans tout cela? En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que le Sénégalais n'a pas été du tout pris en compte. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire, c'est des intérêts politiques, c'est-à-dire purement personnels, ou bien en tout cas crypto-partisans. Parce que ça se fait pour le bien de leur parti, ça se fait pour le bien d'un individu, mais ça ne se fait pas bien sûr pour le bien des Sénégalais. Parce que le Sénégalais ne se retrouvera pas bien sûr dans ces combinaisons qu'on va étaler peut-être au fil du temps, jusqu'au moment où il y aura éventuellement une véritable réconciliation entre Abdoulaye Wade et Macky Sall, et aussi quand bien sûr Khalifa Sall recouvrera entièrement ses droits. C'est comme ça que ça se passe la politique dans ce pays-là. C'est que chaque fois qu'il y a des deals politiques, c'est-à-dire c'est entre acteurs principaux de ce jeu politique-là. Mais le Sénégalais lambda, bien sûr, ça va se faire, bien sûr, sur son dos. Et maintenant, un beau jour, les résultats se présenteront comme ça et les gens risqueront d'avaliser. Maintenant, ce qui est ce qui peut-être risque d'être regrettable, c'est le fait que les gens opèrent bien sûr des choix, quand même, qui ne reposent que sur de la politique purement politicienne. C'est-à-dire qu'il ne repose pas par rapport à ce que Mamar vient de dire tout à l'heure. La conjoncture économique est extrêmement difficile. C'est-à-dire qu'au moins qu'on puisse trouver des solutions par rapport à la situation économique qui est extrêmement difficile. Mais les gens ne pensent même pas à cela. Aujourd'hui, ce qui prime, et je crois que ça fait la une de tous les médias, ce qui prime tout simplement, c'est le fait des réconciliations entre Wade et Macky Sall, bien sûr, qui sera assorti, en tout cas assorti éventuellement du recouvrement des droits de Karim Wade et de Khalifa Sall. Donc je crois que essentiellement ça tourne autour de ça. Et malheureusement, comme je l'ai dit, si ça devait peut-être pousser le Sénégal vers un léger mieux, ce serait vraiment, en tout cas, les Sénégalais seraient preneurs, mais malheureusement, je crois que ça va encore se faire sur le dos des Sénégalais, et les grands bénéficiaires de ces dividendes politiques-là, ce seront tout simplement les acteurs du jeu politique. Mais moi, je pense que quand même, c'est trop dire de penser que ça ne profite pas aux Sénégalais. Peut-être le vent de déchelle. Oui, moi je pense que ça... Mais le problème, ça profite d'abord aux Sénégalais au plan moral, parce que tous les Sénégalais se sont sentis quand même soulagés par ce vent de décrispation. Combien de Sénégalais, à corps et à cri, ont demandé la libération de Khalifa Sall? Je crois qu'ils ont été soulagés
par cette grâce présidentielle qui lui a été accordée. Combien de Sénégalais avaient aussi le cœur meurtri par les relations distendues et anormales entre le président Macky Sall et son prédécesseur? Parce que c'est la première fois au Sénégal qu'on avait ce cas de figure. Je crois que c'est la première fois qu'entre un président en exercice et son prédécesseur, qu'il y avait des relations qui étaient aussi détériorées. Et ça, c'était pas le Sénégal. Donc, il ne faut pas oublier aussi que Senghor et Abdou Diouf ne sont pas parlés jusqu'à la disparition de Senghor. Oui, mais d'accord. Senghor n'est pas revenu dans ce pays. Mais d'accord, mais les relations n'étaient pas quand même heurtées. Et il n'y avait pas cette animosité entre les deux hommes. C'est la première fois qu'on l'a senti avec la succession du président. Senghor, jusqu'à sa mort, ne prononçait pas le nom d'Abdou Diouf. Mais les Sénégalais quand même, beaucoup de Sénégalais avaient le cœur meurtri par la nature des relations quand même qui étaient exécrables, il faut le dire, entre le président Wade et le président Macky Sall. Et donc ils se sont sentis soulagés. Donc le premier bénéfice qu'en tire le peuple sénégalais, c'est ce soulagement moral de voir quand même les choses se rétablir et rentrer dans l'ordre. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, si les Sénégalais n'allaient pas y gagner quelque chose, un homme à l'esprit aussi avisé et empreint de sagesse comme le khalife général des Mourides ne jouerait pas les premiers rôles. Et beaucoup de leaders religieux avant lui ont senti la nécessité quand même d'arrondir les angles entre les acteurs politiques parce que ce pays a besoin quand même d'être pacifié. Et ensuite, la troisième raison, c'est que le capital le plus précieux que nous ayons jamais eu dans ce pays, c'est cette stabilité sociale et politique qui nous a permis, quelles que soient les épreuves, de tirer dans le génie sénégalais et dans l'exception sénégalaise les ressorts secrets pour pouvoir passer des étapes difficiles qui, dans d'autres pays, ont plongé ces contrées-là dans des chaos. Donc, je pense que ça, c'est gagné. Parce que, quelle que soit la richesse que nous avons, avec surtout les jugements de pétrole, de gaz, etc., tout devient aléatoire s'il n'y a pas une stabilité sociale et politique. Et ça, je crois qu'il n'y a rien de plus précieux que cela pour le peuple sénégalais. Donc on y gagne bien évidemment. Peut-être la crainte. Bon, moi, c'est-à-dire l'aspect, je donne ça après à Hassan. C'est-à-dire, je ne parle pas de l'aspect purement moral, parce que je dis que là, au moins, il y a beaucoup de Sénégalais quand même qui ont apprécié le fait que Serigne Mountakha était au centre de tout cela. Mais c'est-à-dire, ce qu'il ne faut pas aussi, c'est que les retrouvailles de façade, c'est-à-dire ces réconciliations de façade, il faut aussi les éviter parce que ce qui s'est passé au lendemain du code consensuel de 92, 93, il y a eu l'assassinat de Maître Mbaye Sèye. Oui, il y a eu l'assassinat de Babacar Sèye. Et pourtant, en 92, on a senti ce vent d'explosion, surtout que Abdoulaye Wade venait d'intégrer avait intégré le gouvernement de majorité élargie, dirigé à l'époque, je crois, par Habib Thiam. Donc, au moins, je crois qu'en ce moment-là, il y avait quand même tout un climat quand même apaisé qui favorisait une certaine stabilité du pays. Mais regardez ce qui est arrivé après Ahmed Babacar Sèye. Et pourtant, je crois qu'au sortir en tout cas de 92, où on a élaboré ce code-là de Kéba Mbaye, il était peut-être impensable qu'on puisse vraiment aboutir à l'assassinat de Ahmed Babacar Sèye. Et je crois que c'est pourquoi je dis qu'il ne faut éviter d'être dans des situations où les gens puissent quand même se tromper sur ce qui est en train d'arriver. Parce que à la surface, on peut dire qu'il y a peut-être un apaisement, mais alors qu'en réalité, le véritable apaisement, il n'y en a pas encore. Parce que moi, je sens que jusqu'à aujourd'hui, même si les gens expriment leur satisfaction par rapport à ce qui s'est passé, mais il y a les rancœurs sont encore là tenaces. Ça, je crois qu'il ne faut pas les rancœurs sont encore tenaces. Et je sais que du côté de Khalifa Sall, les gens n'ont pas encore oublié tout ce que Khalifa Sall a subi dans la prison. Et aussi du côté aussi de Karim Wade, les gens, Karim Wade, sa situation ne s'est pas encore améliorée, même si son père a fait déjà un premier pas. Donc il ne faut pas quand même qu'on se leurre actuellement sur ce qui est en train d'arriver. Pour l'instant, il y a un climat social qui est là, apaisé, mais je dis qu'aussi, il faut aller peut-être un peu plus loin que cela, sinon on risque toujours d'être dans le statu quo. Une position que vous partagez, Hassan?
Oui, plus ou moins, juste parce qu'ils ont tous les deux raison de toutes les façons. C'est vrai, il y a eu des avancées sur le plan moral, les gens en avaient besoin, fondamentalement, normalement. Dans un pays, rien ne peut se faire si les gens se crèvent le chignon à longueur de journée, surtout les hommes politiques, surtout quand un ancien président avec son âge, tout ce qu'il a fait pour Macky Sall, c'était désolant, tout ça, tout le monde regrettait tout cela. Maintenant, c'est vrai qu'avec les hommes politiques, on ne sait jamais, parce qu'il n'y a pas toujours une sincérité à la base. Cependant, il y a la stature de la personnalité qui est intervenue. Le khalife général des Mourides n'est pas n'importe qui, et je pense qu'ils lui ont donné un certain nombre de gages que les gens semblent être prêts à respecter. Et avant lui, bien entendu, on oublie peut-être le cas Alpha Condé de Guinée. Il y a le protocole de Conakry qu'on oublie souvent. Et les choses ont commencé par là. Alpha Condé, il a même donné un peu d'argent à Abdoulaye Wade. Je connais le montant, je ne vais pas le dire. Il a payé des hôtels ici pour Abdoulaye Wade. Il a fait pas mal de gestes parce qu'il était prêt à faire quelque chose pour que le Sénégal conserve sa paix. C'est important. Je pense qu'il a eu à parler avec Macky Sall aussi. Donc voilà, un certain nombre de personnalités sont intervenues et pour aboutir à la situation d'apaisement. Et c'est une situation où également Macky Sall semble être dans la dynamique de se dire qu'il doit sortir par la grande porte et bien finir son mandat et entrer dans l'histoire et ne pas à chaque fois martyriser ses opposants, emprisonner les gens. Voilà, et je pense qu'il est en train de changer de fusil d'épaule. Et quelque part, je me dis, ceux qui ont fait la médiation, notamment les khalifes, les personnalités religieuses, devraient continuer dans ce siège-là, ne devaient jamais reculer par rapport à cette médiation-là. Pourquoi? Parce que le peuple souffre. Vous l'avez dit tantôt tous, le peuple souffre, il y a des difficultés économiques et sociales, beaucoup de problèmes, avec des institutions budgétivores qui ne servent pas à grand-chose. À côté, on augmente les prix, etc. Et donc, quelque part, si les médiateurs sociaux que sont ces hommes religieux continuent à dire la vérité aux hommes politiques, quelque part les choses pourraient continuer un peu à avancer. Mais je pense que pour la situation présente, il y a un garant de la stabilité sociale et politique, un garant effectivement de la respectabilité des engagements pris, c'est le khalife général qui n'est pas n'importe qui, et je pense que les gens ne sont pas prêts à le décevoir. Mais ce qu'il faut savoir aussi, ce qu'il faut savoir, Hassan, c'est que vous savez, les hommes politiques, ils ont leur agenda. Et moi je me dis que Massalikul Jinane a été peut-être opportun pour sceller peut-être ces retrouvailles entre Wade et Macky Sall. Mais bien avant, Seigne Sidi Mokhtar, Sidi Mokhtar, sur le cas de Karim Wade, il a intercédé sur le cas de Karim Wade. Ça n'a pas abouti. Et pourtant, le président Macky Sall a fait la sourde oreille parce qu'en ce moment-là, le président était en train de dérouler son agenda politique. Parce qu'il fallait nécessairement que Karim Wade ne participe pas à l'élection présidentielle. De la même façon que... C'est la raison pour laquelle, à l'époque, quand les gens en ont parlé, il a dit que cela n'est pas de son ressort, mais c'est du ressort, bien sûr, de la justice. Ce qui veut dire qu'il n'a pas eu une oreille attentive par rapport, bien sûr, à l'intervention de Sidi Mokhtar. Ça veut dire qu'en ce moment-là, il n'était pas encore arrivé à dérouler son agenda là où il le prévoyait. Donc, aujourd'hui, même si Sidi Mokhtar est intervenu sur cela, mais je dis que ça peut être toujours remis en cause. Vous ne savez pas les hommes politiques. Regardez ce qui est arrivé à Al-Amin en 2007 entre Wade et Idriss Seck. Ce que Wade a fait à Al-Amin. Alors que Al-Amin lui avait dit qu'il faut nécessairement laisser à Idriss Seck la primeur d'annoncer ça à son camp. Abdoulaye Wade l'a court-circuité parce que Wade, à l'époque, ce qui primait pour Wade, c'était de faire de sorte que de montrer aux Sénégalais, parce que bien sûr que Idriss Seck le menaçait, parce qu'il arrivait peut-être tout juste après lui, mais Wade, sentant la menace d'Idriss Seck, avait tout fait pour montrer aux Sénégalais qu'en réalité, celui, en tout cas, qui prétend aujourd'hui vouloir me succéder à cette, en tout cas, à la fonction présidentielle, celui-là, quand même, il est comme tous les autres. Il est venu me voir peut-être en catimini. Et je crois que ça, c'était l'objectif visé. Et ça a beaucoup d'éteint même sur l'électorat d'Idriss Seck. Parce que quand les gens ont su que Idi est allé voir Abdoulaye Wade, alors qu'il y avait beaucoup qui avaient soutenu, en tout cas, qui avaient sympathisé ou bien qui avaient soutenu Idriss Seck, il a perdu une grande partie de son... Sauf que ici, c'est le contexte qui a beaucoup changé. Oui, non, j'ai dit que... c'est pour dire tout simplement que les hommes politiques, dès l'instant qu'ils sentent que leur intérêt politique sont menacés, mais je vous dis qu'ils ne vont pas se fier tout simplement à une décision du calife. Non, on ne peut pas écarter qu'il y ait eu quand même des calculs
politique, voire même politicien, derrière tout cela, y compris même de la part d'Ablaye Wade. Absolument. Ablaye Wade s'est radicalisé, mais il s'est montré depuis un certain temps assez flexible et assez souple. Depuis Conakry. Je crois qu'il était enthousiaste à l'idée d'aller vers les retrouvailles avec Macky Sall, pour une raison bien sûre, très simple, parce que le contexte était favorable. Il y a une crise et une rébellion qui est née dans son parti, avec la césure avec le camp de Oumar Sarr, avec Sokhali Sopi, et Ablaye Wade avait besoin absolument de reprendre la main. Donc le contexte lui était particulièrement favorable. La preuve d'ailleurs, il a profité, parce que j'ai entendu certains même dire qu'Ablaye Wade n'a pas été cohérent avec lui-même, parce qu'il a exclu, bon, ou bien il est dans une dynamique d'exclure Oumar Sarr et consorts du parti, parce que tout simplement, Oumar Sarr avait foulé au pied la directive qu'il avait donnée de ne pas répondre à la main tendue du président Macky Sall et aller rejoindre le dialogue. Et c'est maintenant lui qu'il est dans une phase de retrouvailles avec Macky Sall, normalement, il devrait même faire revenir et installer confortablement Oumar Sarr dans son parti. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il n'a pas travaillé à exclure Oumar Sarr du PDS parce qu'il est parti répondre favorablement à l'appel du président Macky Sall, mais parce que Oumar Sarr et consorts étaient contre l'offre publique d'achat qui a été lancée par les karimistes et Karim Wade sur le parti. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que là où il y a eu une erreur politique qui s'est cache de la part d'Oumar Sarr, c'est d'avoir répondu à la main tendue du président Macky Sall. Pour une raison bien simple. Tant qu'il était dans l'orientation définie par le président Wade, il aurait été difficile pour Wade de le démettre ou de lui couper la tête. La meilleure preuve, c'est que la gestion de Oumar Sarr avait fait l'objet de beaucoup de plaintes et de complaintes de la part de responsables. On l'accusait d'être injoignable et tout cela, et malgré tout, Wade ne pouvait rien contre lui. Mais c'est à partir du moment où il est parti répondre favorablement à l'appel du président Macky Sall que Wade l'a considéré comme une défiance et lui a coupé la tête. Mais tant qu'il serait resté dans cette dynamique et dans cette même orientation... Mais aussi, à la décharge de Massa, dire que aussi dans un premier temps, c'est le président Wade qui avait donné son aval par rapport à bien sûr, mais à dernier moment, cette décision est venue du Qatar. D'accord. Parce que les décisions viennent du Qatar. Tout le monde sait la méfiance et la défiance qu'il y a entre Karim Wade et Oumar Sarr. Karim Wade n'ayant jamais eu confiance à Oumar Sarr. Bien sûr. Donc, il y a eu l'influence sans doute de Karim Wade pour amener Ablaye Wade à faire un revirement pour ne pas aller répondre au dialogue. Mais quoi qu'il en soit, c'est que Oumar Sarr n'en a pas tenu compte et est parti répondre au dialogue. Et je crois qu'en le faisant, il a prêté le flanc. Et il a prêté le flanc et Ablaye Wade s'y est engouffré pour finalement travailler à l'OPA du PDS et à la prise en main du parti par les karimistes. Et maintenant, le contexte lui est favorable avec ses retrouvailles avec le président Macky Sall qui lui permet aussi bien de museler Oumar Sarr et consorts à l'intérieur du parti qu'à l'externe. Parce qu'aujourd'hui, je crois que Macky Sall a à choisir entre une connivence qu'il développerait avec Oumar Sarr et des relations qui deviendront tout à fait cordiales avec Wade. Je crois qu'il n'y a pas photo. Et aujourd'hui, Oumar Sarr est un peu à la marge après avoir pourtant sonné la rébellion au sein du Parti démocratique sénégalais. C'est vous dire que donc Wade a aujourd'hui intérêt, avec ses retrouvailles que lui a donné Macky Sall et le Khalife général des Mourides sur un plateau d'argent, et il s'en est saisi. Parce que la politique aussi, c'est une question d'opportunité. Donc, il a lui-même fait des calculs. C'est tout le monde qui fait des calculs. Mais quoi qu'il en soit, en dépit de ces calculs, il faudrait quand même reconnaître que les Sénégalais peuvent gagner quelque chose parce qu'ils ont toujours appelé de leur vœu ce vent de décrispation. Et puis, toutes les richesses que nous avons seront aléatoires tant que nous n'aurons pas de stabilité au plan économique, politique et social. Et je crois que c'est bien. Mais Hassan, quoi qu'on puisse dire, il faut des prétextes pour des décisions majeures. Mais
au Sénégal, on a l'habitude de chanter justement cette alternance générationnelle que l'on ne voyait pas au sein des formations politiques. Quoi de plus normal pour le président Abdoulaye Wade de véritablement pousser les jeunes à prendre la place de vieux briscards politiques qui véritablement ont joué un rôle prépondérant dans sa gestion tant décriée jusqu'à la perte du pouvoir en 2012. Absolument, je pense que on peut penser qu'il est légitime de favoriser l'alternance générationnelle au sein des grands partis politiques. C'est important. Mais la manière dont Wade fonctionne, c'est ça qui parfois pose problème. Mais il a toujours fonctionné comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Et les gens l'ont toujours accepté. Maintenant qu'il n'a plus le pouvoir, avec les péripéties, les circonstances font que justement certains sont en train de le défier. Mais c'est la constante qui est devenue variable. Variable. Les gens l'ont toujours, il a toujours fonctionné comme ça. Mais nous avons un souci majeur dans nos partis politiques, c'est au sein de tous les partis d'ailleurs, c'est que les gens n'ont pas une politique de démocratie interne, voilà, qui est là. Non, les dirigeants, etc., ils font tout, c'est vrai. Toutes les charges les incombent, ils s'occupent de tout, y compris des baptêmes, des trucs, des gens, des factures d'électricité et tout. Et en revanche, ils décident seuls. Tout le monde décide seul. Tous les secrétaires généraux, les présidents, ils décident seuls. Il n'y a pas de démocratie interne au sein des partis. Or, une fois arrivés au pouvoir, les gens développent évidemment, naturellement, les mêmes réflexes autocratiques. C'est très clair, c'est logique. Donc, Abdoulaye Wade l'a fait. Il a poussé les jeunes, mais le problème, c'est pas ça. C'est le fait d'avoir poussé les jeunes. C'est pas ça qui a dérangé. C'est son fils. En réalité, c'est son fils. C'est ce qu'on appelle la dévolution monarchique. C'est ça qui a posé problème, fondamentalement. Beaucoup se sont dit, par exemple, Souleymane Ndéné Ndiaye, dès le début, il a dit je ne vais pas me ranger derrière ce gosse. Ça, c'était clair depuis le départ. Bon, on a vu beaucoup de départs, les Fada, Alusso, tout le reste. On peut citer, la liste est très très longue des gens qui n'étaient pas d'accord avec le système qui a été mis en place depuis pratiquement 2004. Avec la déséquisation, vous vous en rappelez, avec le départ du Premier ministre Idrissa Seck en 2004, les choses ont commencé à être mises en place. Depuis la génération du concret. Voilà, depuis la génération du concret, etc. Et c'est ça qui a un peu dérangé la façon, les procédés antidémocratiques. C'est vrai qu'on l'observe ailleurs, mais ici ça a été très affirmé avec une sorte d'une dose de dévolution monarchique qui a beaucoup dérangé. Et quelque part, Wade ne veut pas de contradiction sur ce dossier-là. Il ne veut pas qu'on lui apporte la contradiction. Il faut être d'accord avec lui, sinon partir. Et c'est ce qui est arrivé à beaucoup de personnes. Et les derniers en date, c'est Madi Kenya, des gens qui étaient là, des baïfals d'Abdoulaye Wade, entre guillemets. Les maîtres Amadou Sall, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour le parti? Et les Omar Sarr, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour le parti? Mais malgré tout, ils ont eu des soucis. Et je pense qu'il y a un problème à ce niveau-là à régler. Si vraiment le parti veut aller de l'avant, il faut quand même essayer de démocratiser un peu, organiser des congrès, essayer quand même d'asseoir les conditions d'une démocratie interne. C'est extrêmement important parce que le parti ne peut pas être fort si tout se décide au sommet par quelqu'un qui est d'un âge assez avancé à Abdoulaye Wade. C'est vrai qu'on le respecte beaucoup, mais aujourd'hui il devait être à la retraite politique normalement. Mais malheureusement il continue à être actif parce que simplement il a été acculé, c'est vrai, par le régime de Macky Sall qui n'y a pas fait de cadeau, ça oui, mais quelque part aussi il y a Abdoulaye Wade qui est là avec ses idées qu'il faut imposer forcément son fils avec un congrès d'investiture dans des conditions que l'on sait. Mais congrès d'investiture auquel justement avait pris part mais toutes ces personnes qui sont en train de dénoncer cette dévolution monarchique dont vous parlez. Si vous regardez les photos à ce moment-là, au moment où on faisait le congrès et tout ça là, lorsqu'il y avait une photo où il y avait Karim se mettait au centre. Et tout le reste se mettait sur les flancs. Alors, on sentait que Karim c'était le centre est devenu le centre de gravité. En fait, la personne ressource qui allait diriger justement le parti. Tout le monde le savait. Hein? Tout le monde, c'était un secret de polichinelle au niveau du PDS. Les gens savaient depuis très longtemps, comme je l'ai dit depuis 2004, que même peut-être bien avant, que en réalité, Abdoulaye Wade veut mettre son fils. Certains étaient d'accord. D'autres n'étaient pas d'accord. Mais au bout de certain temps, le groupe des gens qui n'étaient pas d'accord s'est un peu agrandi, bien entendu, jusqu'à aboutir au départ d'énormément de personnalités qui étaient très, très, très proches d'Abdoulaye Wade. Mais je pense qu'il y a un souci fondamental au Sénégal, pour les Sénégalais, c'est justement ce problème de démocratie interne au sein des partis politiques, où les gens vont jusqu'à dire que ce parti appartient à un tel. Un parti ne peut pas appartenir à une personne, juridiquement c'est impossible.
possible. Peut-être politiquement, on peut, oui, penser, en sciences politiques, oui, politiquement, oui, mais juridiquement, une association, un parti ne peuvent pas appartenir à des personnes. Et il faut que ces gens-là se détachent un peu et évitent de nourrir le culte de la personnalité. C'est ce que tout le monde fait dans les mouvements politiques, dans les partis. Chacun veut imposer sa personne. Mais toujours est-il quand même qu'il faut saluer les qualités de virtuose politique d'Abdoulaye Wade dans un contexte comme celui-là, parce qu'à la faveur des retrouvailles avec le président Macky Sall, il a réussi au moins 2 choses. La première chose, c'est à annihiler la rébellion de Soukali Sopi au sein de sa formation. Et la deuxième chose, c'est de reprendre la main au plan politique. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard, alors qu'il était jusque-là marginalisé. Le PDS ne prenait pas part au dialogue. Le PDS avait quasiment gelé ses activités au sein du FRN. Et la première chose qu'il a eu à faire, dans la foulée de ses retrouvailles avec le président Macky Sall, c'est de faire évincer Omar Sarr du FRN pour lui faire introduire son représentant. Ça veut dire que 2 représentants. Ça veut dire qu'il y a cette propension, après avoir muselé Omar Sarr et compagnie au sein du PDS et en dehors, de jouer les premiers rôles sur l'échiquier politique. Et ça, je crois que c'est des qualités d'un budget politique qu'il faudrait quand même reconnaître. Il y a des erreurs politiques qui se payent cash. Abdoulaye Wade a commis un certain nombre d'erreurs politiques. Vous savez, le fait de dire qu'il n'y aura pas de plan B pour la candidature du Parti démocratique sénégalais a été une erreur fondamentale. Parce que pour moi, quel que soit le candidat qui aurait été choisi à l'époque, c'est Abdoulaye Wade lui-même qui allait mener la campagne en réalité. Donc c'était pas important que ce soit X ou Y. Il fallait choisir un plan B. Il ne l'a pas fait. Deuxième erreur politique. Il vient dire aux Sénégalais, brûlez les bureaux de vote. Non, ça c'est une catastrophe. Brûlez les cartes. Mais ça c'est des erreurs ça. Et puis troisième erreur maintenant, après les élections, après l'intervention d'Alpha Condé, silence radio. On ne peut plus entendre Abdoulaye. Mais tout ça, c'est des incohérences, à mon avis. Et voilà qui ont fait. Des erreurs auxquelles nous apporterons des réponses, mais ce sera juste après la grande édition du 19h45, c'est tout de suite.